Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News. Nous sommes bien évidemment le mercredi 23 mars 2016. Il est 20h15. Bienvenue donc dans le Grand News. Après les attentats de Bruxelles hier et quelques mois après ceux de Paris et de Saint-Denis, les politiques s'interrogent sur la lenteur du Parlement européen et celui de la France et bien sûr principalement sur les députés de gauche à mettre en place le fameux PNR qui veut dire Passenger Name Record. Voici le zapping préparé par la rédaction. Des années, je dis bien depuis des années, le Parlement européen refuse obstinément d'adopter le dispositif qu'on appelle PNR, Passenger Name Record, qui permet de contrôler les passagers d'un vol aérien par la transmission à la compagnie au service de sécurité avant le décollage de l'identité des passagers. Ce n'est pas admissible. Il y a bien sûr urgence à adopter le PNR européen. C'est un fichier de données qui permet de suivre le développement, le déplacement des passagers aériens. Et le Parlement européen a trop tardé à adopter ce texte. Il doit l'examiner et le voter en avril. Il est temps, il faut aller vite. Vous demandez à la gauche européenne de le voter. Mais de prendre pleinement ses responsabilités et d'accompagner l'action des gouvernements et de la Commission. Sur le PNR, il faut le dire clairement, le Parlement européen, dont c'est la responsabilité, qui n'a pas inscrit ce texte à l'ordre du jour de ses délibérations, doit comprendre que face au niveau de risque auquel nous sommes confrontés, ne pas nous doter de cet outil, c'est nous priver de la possibilité d'être efficace dans la lutte contre le terrorisme. Vous lancez un appel au Parlement européen. Donc je souhaite ardemment, même si je comprends les préoccupations du Parlement européen sur la protection des libertés et des données personnelles, que l'on prenne nos responsabilités collectivement et que l'accord qui a été trouvé entre le Conseil européen, la Commission et le Parlement soit mis en œuvre et que le texte soit voté. Qu'est-ce que c'est que cet aveuglement? Comment est-ce qu'on peut, après le 13 novembre... Là, ça ne relève pas de l'exécutif. On sait que Bernard Cazeneuve réclame avec force ce vote Bien a encore sûr. été décalé dans le temps à Strasbourg. Bien sûr, mais là aussi, j'appelle à la responsabilité. On sait que si ce fichier n'a pas été approuvé, c'est parce qu'il y a eu une espèce d'alliance contre nature du Front National et, j'allais dire, des populistes européens avec une partie de la gauche nordique. On ne peut pas, aujourd'hui, même si certains pays n'ont pas été frappés, ils doivent être solidaires de ceux qui le sont aujourd'hui. Et là, vraiment, je pousse un cri. Enfin, l'Europe doit réagir. Je ne pense pas que ce soit la solution à tout, bien entendu, mais nous sommes tous convaincus que c'est un instrument tout à fait indispensable. Ça vous aiderait vraiment ? Enfin arrivés. Comment ? Ça vous aiderait vraiment ? C'est un des outils dans la boîte à outils. Vendre le PNR comme la solution miracle à tout serait incorrect. Mais nous avons besoin, pour détecter notamment les déplacements de personnes dont nous n'avons pas toujours identifié au départ l'intention de rejoindre Daesh ou Jabhat al-Nusra en Syrie et en Irak, nous avons besoin de cet outil. Mais aujourd'hui, il y a urgence. J'ai l'impression que le Parlement européen est parfois un petit peu déconnecté de la réalité. Il faut attendre combien de morts pour accélérer la mise en place de ce PNR ? C'est une question idéologique, pardonnez-moi Sébastien Pesantanta. C'est parfois pour certains une question idéologique. Bagages à l'aéroport, moyen de transport des terroristes, testament retrouvé dans un ordinateur portable, portrait des suspects. Et il faut savoir qu'au lendemain des attentats de Bruxelles qui ont endeuillé bien sûr la ville et aussi la France et l'Europe, le parquet belge a tenu une conférence de presse cet après-midi pour présenter les derniers éléments de l'enquête. Je propose de regarder cet attaché de presse. Une photo montrant les 3 suspects a été diffusée. L'auteur au milieu de la photo, qui est l'un des 2 kamikazes, a été identifié grâce à ses empreintes. Il s'agit de Ibrahim El Bakraoui, né à Bruxelles le 9 octobre 1986, de nationalité belge. Le second kamikaze, à gauche sur la photo, n'a pas encore été identifié. Le 3e suspect, vêtu d'une veste claire et portant un chapeau, est en fuite. Dans une poubelle de la même rue, les enquêteurs ont trouvé un ordinateur contenant le testament de Ibrahim El Bakraoui, dans lequel il déclare, je cite, « être dans la précipitation, ne plus savoir quoi faire, être recherché de partout, ne plus être en sécurité, et que, s'il s'éternise, il risque de terminer à côté de lui dans une cellule. »
En ce qui concerne l'attentat dans la station de métro Maalbeek à Bruxelles, le métro visé quittait la station Maalbeek en direction de la station Arlois. L'explosion s'est produite à l'intérieur de la deuxième rame, alors que celle-ci était toujours dans la station. Le kamikaze a été identifié par ses empreintes. Il s'agit de Khalid El-Bakraoui, frère de Ibrahim, né à Bruxelles le 12 janvier 1989, de nationalité belge. Les 2 terroristes décédés avaient de lourds antécédents judiciaires non liés au terrorisme. Les investigations de police technique et scientifique... Et tout de suite, la 5e partie de ce Syrien qui voulait une révolution. Ce soir, le sujet est intitulé « L'hôpital ». C'est tout de suite dans le Grand News. نزلنا على المشفى، على مشفى تشرين العسكري. كان يومها برد كتير. أول ما نزلنا من السيارة قال شيلوا الجثث. شلنا الجثث، طبعا طريقة استقبالهم معروفة هن الهروات. شلنا الجثث دخلناهم على المفرزة. المفرزة غرفة صغيرة كتير مفتوحة من 3 أطراف، بارد كتير. الاثنين اللي كانوا متوفين معنا تركوهم برا، والاثنين اللي كانوا بيقدروا يمشوا حطيناهم جوا معنا بالمفرزة، ودخلنا نحن 4. فكنا نحن حقيقة 6 مرضى وجثتين. بعد شوي اجى المساعد صار يسألنا مين حالته كذا مين حالته كذا، فعزلنا. أخذ المجموعة الأولانية اللي كانت رايحة بداعي الجرب بداعي الإسهال، وتركني أنا بما أنه أنا بقسم تاني، كنت أنا بقسم المولية. فأنا طلعت على الاثنين اللي معنا، كان في بطانيتين بس بالمفرزة، بطانية مليانة بول وبطانية وسخة كتير. هديك رطبة، والرطوبة على البرد تكون باردة كتير، وهدول الاثنين اللي معنا يعني بين الموت والحياة. كانت الدنيا برد، متشطحين على البلاط. فأنا جيت لمست على أجسامهم كانت باردة كتير. حطيت تحتهم بطانية لفيتهم فيها، وحطيتهم فوق بعضهم مشان يدفوا بعضهم، وجبت البطانية الثانية لفيتهم فيها، يعني خليت الرطبة من فوق والناشفة من تحت. لفيتهم في البطانيتين وأنا صرت أروح أجي الغرفة مشان أدفى شوي. طبعا نحن نزلنا حافين، ممنوع نلبس شي. غابوا هن تقريبا ساعة، بعد ساعة رجعوا دخلونا، قفلوا الباب وراحوا. في معنا كان شاب عمره تقريبا 45 سنة من منطقة مشهورة من الشام، والله نسيت شو كان اسمها. كان تعبان، صحته كتير تعبانة. هو عمره 45 سنة بس اللي بيطلع عليه بيحس عمره 70 سنة، كتير مبين عليه كبير العمر وشايب. هو بيقول انه شاب بالسجن، ما كان في عنده شيء. شاب بالسجن وضعه غريب كتير. الزلمة كان عصبي، نزل. انا اول مرة بشوف شامي عصبي، كان عصبي كتير. قال لي هدول ما بدهم يجيبوا لنا اكل. قلت له ما اتوقع يجيبوا لك اكل. قال لي لا، مو بكيفهم. داروا على الحيط، درنا على الحيط نحن. قام صار يدق عليهم الباب. اجى المساعد قال له شو بدك؟ قال له بدي اكل. قال له سيدي هلا ما اكلنا، نحن طلعنا بدون اكل لهلا ما طعميتونا. قال له ولا يهمك، هلا بتاكل. فاتوا عليه، قال مين اللي كان عم يطلب اكل؟ رفع ايده. طالعوا لبرا، رجع لعنا اكلات لي. في معنا 2 كانوا مسهلين كتير، فصاروا يدقوا الباب مرة تانية. لما دخلوا هو راح لسه ما راح يسكر علينا الباب، يعني دقوا عليه الباب. شو بدك؟ قال له سيدي بدنا نفوت على الدورة، شباب مسهلين. قال له في عندك الغرفة مين اللي بدك اياها فيها؟ طبعا هي غرفة صغيرة ما فيها شيء ابدا. جينا احنا شلنا له هذا، يعني مو القتلة مثل قتلة سيدنا، لكن هو زلمة كبير شوي في العمر،
فشلنا قالوا خلص لا عبد الطالب في أكل، ما معروف يلي بينزل على المشفى ما بيحسن ياكل. رجع قعد معنا وقعدنا نستنى نحن تقريبا للصبح. ساعات الانتظار هي في هذا البرد قاعدين طول الوقت عم نرجف، عم نلف بعضنا ونحاول ندفي بعضنا. الهواء كان له صوت كتير قوي بس مسكرين نحن، كل شوي ما نفتح لأن ريحة الغرفة صعبة كتير، واللي كانوا معنا مريضين كانوا بيقضوا حاجتهم في الغرفة ما بيقدروا يطلعوا برا. ساعات الليل هي عدت علينا طويلة كتير لحتى خلصت. قبل الفجر بشوي، طبعا الغرفة فيها شباكين مبين الفجر فورا. قبل الفجر بشوي أنا قمت أطمن على هدول الاثنين يلي لفيتهم، فحطيت إيدي على رؤوسهم، كان يعني مبين إنه هن عبروزهم رؤوسهم الأخيرة جثتهم باردة جدا، كأني حطيت إيدي على جليد. بعد شوي اجى فتح علينا الباب. أول ما فتح الباب ما حكى معنا ولا كلمة، قال ليش ما قلتوا لنا إن هدول رفقاتكم عم ينازعوا وماتوا؟ ما كنتوا قلتوا لنا كنا جينا اسعفناهم؟ قمت أنا قلت له سيدي ما ماتوا، رفسني قال لي لا ماتوا. في واحد فيهم يعني لسه في نفس مثل العادة. قلت له لا ما ماتوا سيدي، قال لي لا مبلا ماتوا، رفسني مرتين قال لي لا مبلا ماتوا، طالعون لبرا الكلاب. أنا عم بطالعهم لبرا، حطيت إيدي على أنف واحد، نفس ضعيف جدا لكن في نفس. طلعت لبرا قلت له سيدي هذا عم بيتنفس، هلا هداك مو مبين إذا كان عايش أو ميت لكن على الأغلب في حياة لسه. قلت له هداك لسه في نفس، قال لي لا ما في نفس طالع، بدك تعرف أكثر منه؟ قلت له لا مستحيل. طلعنا لبرا وقعد نزعوا لهم ثيابهم، نزعنا لهم ثيابهم. جاب كيس كبير، أكياس نايلة شفافة، أعطانا إياهم وحطوهم بالأكياس، لبسناهم بالأكياس. جابوا الحزامات البلاستيك اللي بنحطوها على الإيدين وقت اللي بنكون بالأفرع الأمنية، هاي الحزامة بتتسكر للحد الأخير. قال حزموا الكيس، حزمنا لهم الكيس، مسكوا هو حزموا على الأخير حتى ما يدخل لهم نفس أبدا. حزم الكيس، قبل ما يحزم الكيس أعطاني ورقة مكتوب عليها رموز، مكتوب 119 ورمزين. قال لي حطها على صدره، حطيت أنا هيك على صدره وسكرنا الكيس. قال لي خليهم هون، بعد شوي قال لي حطهم هنيك عند هديك الشجرة. فشلتهم أنا، شلت وحدة أنا وواحد تاني شال الجثة التانية حطوا عند الشجرة. رجعوا دخلونا على المفرزة. هذا الكلام اليوم التاني، قعدنا بالمفرزة شي نص ساعة، بعد نص ساعة بيجوا لعنا، فتحوا علينا الباب وقالوا اطلعوا لبرا. طلعنا لبرا ولا في برا واقفة سيارة فان عاملين سيارة إسعاف. فتحنا الباب قال شيلوا هدوليك الجثتين حطوهم هون. شلنا الجثتين حطيناهم. أنا كانت صحتي أحسن صحة، أحسن واحد بين اللي كانوا موجودين معي. فقال لي شوف البطانيات هدوليك تحت الشجرة اللي كانوا محطوطين جنبها. قال لي شوف البطانيات هدوليك، شيل البطانيات. شلتهم، شلت البطانيات، في 22 جثة نفس هي الجثة، نفس الأكياس، كلهم شباب يعني أكبر عمر بيناتهم 31-32 سنة. رجعوا السيارة لعند الشجرة قال حطوهم. صرنا نشيل جثث ونحط. شلنا 22 جثة، وكان في جثتين نحن جايبينهم معنا 24، والاثنين اللي ماتوا معنا بالسجن 26. Après les attentats qui ont secoué la capitale belge, Philippe de Belgique a exprimé sa sympathie aux victimes ainsi qu'à leurs familles. Je vous propose de l'écouter. Mesdames et messieurs, aujourd'hui notre pays est en deuil. Pour chacun de nous, ce 22 mars ne sera plus jamais une journée comme les autres. Les vies brisées, les blessures profondes, ces souffrances sont celles de tout notre pays. Mathilde et moi partageons votre peine, vous qui avez perdu un proche ou qui avez été blessé par les attentats lâches et odieux d'aujourd'hui. Nous exprimons
tout notre soutien à l'égard des membres des services de secours et de sécurité et notre reconnaissance à tous ceux qui spontanément offrent leur aide. Face à la menace, nous continuerons à répondre ensemble, avec fermeté, avec calme et dignité. Gardons confiance en nous-mêmes. Cette confiance est notre force. Et voilà ce que nous pouvions en dire ce soir, consacré plutôt à l'actualité en Belgique tragique. Jamais sur vos écrans interroge le cinéaste qui s'appelle Gaspard Noé, donc sur leur projet inabouti. Cette semaine, c'est bien sûr ce spécialiste, Gaspard Noé, qui revient sur un film qu'il n'a jamais pu réaliser. J'appartiens à cette catégorie psychopathologique qui s'appelle maniaco-obsessionnel. On les reconnaît parce que chaque fois qu'ils sortent de chez eux, ils vérifient 3 fois la serrure, surtout quand ils partent en vacances, ils vérifient 3 fois le gaz et 3 fois la serrure. J'ai ces symptômes-là, donc effectivement j'appartiens à cette famille comportementale-là. Et il y a quelques défauts à l'être, mais il y a quelques qualités, c'est que quand on se dit je vais faire telle chose, on met tout en œuvre pour le faire. Peut-être qu'il faudrait que je vois dans mes tiroirs. En plus, souvent, on est tous dans des systèmes d'autoprotection, donc on se dit qu'on aura tout réussi dans la vie. Donc peut-être que si j'ouvre mes tiroirs, je vais trouver plein de scénarios que j'ai pas fait. Mais en général, ça dépassait pas les 3 pages, 4 pages. Avant de proposer donc Love à Vincent Cassel et Monica Bellucci, j'avais écrit quelques petits trucs. Et il y en avait un, je voulais faire un film en plan séquence, un peu comme le film allemand Victoria, qui aurait été un plan sans coupe d'un viol dans un parking. Le film, finalement, n'a jamais dépassé l'écriture de 2 pages. C'était une femme avec c'était plusieurs mecs. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais pouvoir truquer ça pour que ça soit crédible, que ce soit vraiment impressionnant. Je me suis dit, tiens, il faudrait que ce soit aussi violent que Salo, mais après, pour faire aussi violent que Salo, c'est pas gagné d'avance. Quand finalement, ils ont décidé qu'ils n'allaient pas faire Love, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a comme autre sujet que je peux faire? Et c'est là que j'ai dit, tiens, on va faire un film de viol et vengeance raconté à l'envers. Mais l'idée qu'il puisse y avoir un viol, c'était lié à cet autre projet que j'avais écrit sous forme de 2 pages. À partir du moment où vous écrivez plusieurs projets à la fois, dès qu'il y en a un qui se fait, les autres détiennent dessus. J'avais déjà écrit Enter the Void avant de faire Irréversible. Et du coup, je pensais que ce serait des longs plans séquences. Et quand j'ai tourné Irréversible, je me dis, tiens, ce film-là, ce sera un entraînement pour mon vrai film à venir. Je ne pensais pas qu'Irréversible allait exister autant. Je pensais qu'au contraire, qu'Irréversible, ça allait se retrouver dans des projets de minuit, que ça allait faire peur à tout le monde. Mais par contre, je me suis dit, tiens, c'est comme un laboratoire technique qui me permettra de bien faire mon vrai film derrière, qui est Enter the Void. Avant de faire Enter the Void, on m'avait proposé de faire la suite de Altered State, Ola Durel de Ken Russell. Et c'était un film qui parlait beaucoup de psychédélique. Et je me suis dit, tiens, là, c'est un truc intéressant. Mais le scénario n'était pas exactement ce que je voulais tourner. Mais j'ai dit, par contre, ça m'intéresse de faire le remake de Altered State. Je trouve que c'est un film qui était très bien. Et à la fois, il y avait des choses que je n'aimais pas dans le film. Quelque part, c'est le fait d'avoir dit oui à ce remake-là qui a déclenché un coup de pression peut-être en France pour qu'on me finance Enter the Void, et finalement on m'a donné le feu vert pour faire Enter the Void, et c'était un peu du bluff. J'ai dit sinon je peux refaire le remake d'Altered State aux États-Unis. Personne ne m'avait envoyé un contrat des États-Unis. On m'a dit est-ce que tu es intéressé, mais à un moment on se dit voilà je pars faire ça, et on dit non c'est bon on va faire Enter the Void, et voilà comme ça l'autre s'est fait, et j'étais beaucoup plus libre de faire un film personnel sur Enter the Void. Je crois qu'il est bien de faire des remakes de films qui auraient pu être très bien, mais qui ne le sont pas. Ils ont fait un remake des Chiens de paille, avec des jeunes gens plutôt beaux, etc. Et on dirait, je sais pas, on dirait un navet de la télé. Pourquoi ils ont essayé de faire un remake des Chiens de paille? Il y a d'autres films, par contre, dont le nom ou l'existence est encore présente, et qu'on se dit, voilà, le film, il n'est pas si bien. Et dans ce cas-là, oui, ça vaut la peine de le faire. Moi, il y avait un film, par exemple, que j'aimais pas trop, mais on m'a dit que le scénario était écrit par Carpenter, Les yeux de Laura Mars. Et le film aurait pu être beaucoup mieux que ce qu'il est. Ça, effectivement, c'est un film peut-être que vous pouvez réchauffer aujourd'hui, Les yeux de Laura Mars. Et voilà. En plus, aujourd'hui, on n'en parle plus, mais le fait de mélanger un truc dans le milieu de la mode avec des jolies filles qui se font tuer,
voilà, j'aurais pas fait un remake d'un des grands classiques de Dario Argento non plus. On va pas faire un remake de Phantom of the Paradise, parce que le film est parfait dans son genre. Mon dernier rêve, c'est effectivement de faire un film qui mêle ce que j'appelle une sexualité normale et les bienfaits du cinéma commercial. Je l'ai fait là sur Love. Après, il y a des sujets qui sont plus durs à traiter que d'autres. Moi, j'aimerais bien faire un jour un documentaire avec tous les artifices du cinéma. Contrairement à ce que les gens disent, voilà, il y a des sujets où on ne peut pas mettre de musique, il y a des sujets où on ne peut pas utiliser un steadicam ou des artifices visuels. Se dire, voilà, est-ce que je peux filmer quelqu'un qui traverse un drame réel et après surenchère de ça, d'effets visuels, d'effets sonores, d'effets musicaux. Mais dès que vous rentrez dans des histoires qui sont un peu trop cruelles, il y a une limite qui est celle de la résistance du public et encore plus de celle des financiers à financer ce genre de film-là. Effectivement, j'ai un projet où il est question de religion et c'est un projet qui est très violent. Peut-être qu'un jour je pourrais le faire, mais pour l'instant, je me suis dit, voilà, peut-être qu'il faut que je fasse un autre film avant. Et voilà, c'est la fin de ce grand news. Merci à vous pour votre fidélité et merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 20h15 et ce soir à 22h55 pour la rediffusion de votre magazine, le Grand News. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. À demain.